Conakry, 12 septembre 2018 au sommaire, plus de 130 millions de francs guinéens de tonnes du riz et du sucre. C'est un geste du chef de l'État, professeur Alpha Condé, destiné aux populations sinistrées de Gawal. C'est une délégation gouvernementale qui a procédé à la remise de ce don aux bénéficiaires. Bientôt le bitumage de plus de 700 km du réseau routier guinéen. C'est le ministre des Travaux publics qui donne la nouvelle. Moustapha Naïti annonce que les financements des travaux sont bouclés ainsi que ceux des échangeurs de la capitale. Un enfant sauvé de justesse par un militaire, caporal Moussa Souma, a réussi à sortir ce petit garçon bloqué dans les flammes d'un immeuble au quartier Jimbaya. La population salue la bravoure de ce jeune soldat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur ce message départ à son Excellence M. Kim Jong-un, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, Pyongyang. Excellence, Monsieur le Président, la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée m'offre l'heureuse occasion de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, son gouvernement, auquel je joins les miennes propres. Je saisis cette même opportunité pour vous réaffirmer mon entière détermination à œuvrer avec votre Excellence pour la consolidation et l'élargissement des relations historiques d'amitié, de coopération existant si heureusement entre la République populaire démocratique de Corée et la République de Guinée. En souhaitant mes vœux de bonheur, de succès, de bonnes fêtes à vous personnellement ainsi que le peuple coréen, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération signée professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le président de la République visite quelques domaines de l'État. Professeur Alpha Condé tente de s'enquérir des réalités du patrimoine de l'État en vue de leur réhabilitation. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la vision Conakry 2040. Ibrahima Keïta fait le point. C'est dans l'optique d'atteindre les objectifs Conakry 2040 que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a visité quelques domaines de l'État. Première étape, l'ancien siège du projet Djanjan. Après le départ du projet, il est question de restaurer les lieux au compte du patrimoine bâti public. Nous sommes ici dans les anciens locaux du service matériel du ministère des Finances dans le quartier Coronti. En plus de cet atelier de menuiserie, ce sont des habitations de fortune qui dominent. Un peu plus loin, dans le quartier s'enfile précisément à l'escadron mobile numéro 2 de la gendarmerie nationale, même constat. Juste après, le cortège présidentiel s'est rendu à Donka, à la cité ministérielle précisément. Ce domaine était occupé par les réfugiés libériens. Là, le chef de l'État a demandé la sécurisation des lieux. Cet autre domaine, juste derrière le Camboiro, doit être reversé dans le portefeuille du patrimoine bâti public. Ainsi, il s'agit pour le président de la République de respecter une logique, celle de faire de la politique urbanistique de la Guinée une politique tournée vers la lutte contre les habitats insalubres. En rapport avec cette vision, la Guinée du futur, dans une vision court-termiste, dans une vision moyen-termiste, dans une vision long-termiste, où tout doit être fait pour que tout ce qui appartient à l'État, la propriété de l'État soit forte et la propriété de l'État reconnue. Pour que les esprits subtils de certaines personnes qui, de manière inconsidérée, se sont emparés des biens de l'État, que ces gens-là se rendent compte que partout où ils seront, l'État va faire valoir sa position d'appartenance, sa position de propriété, mais sa position aussi de faire en sorte que cette propriété soit transformée positivement dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée qu'il sert et qu'il va servir. Cette sortie du chef de l'État s'inscrit donc dans l'optique de la vision Conakry 2040 pour le président de la République. Il s'agit de faire de Conakry une nouvelle ville. Et nous sommes en train de faire le point des domaines du patrimoine bâti. Et vous savez, nous devons restructurer la ville de Conakry.
Donc on doit d'abord voir quels sont les bâtiments qui appartiennent à l'État et aussi les terrains qui appartiennent à l'État. Ainsi, il s'agit à travers cette démarche de lutter contre l'occupation anarchique des domaines de l'État et surtout récupérer ceux qui sont illégalement occupés. Restons au Palais Sékou Touré pour signaler que le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mercredi le document de la nouvelle politique nationale de la culture. C'est un document de 150 pages qui prend en compte les aspects liés à la promotion et à la sauvegarde des valeurs culturelles de notre pays. Ibrahima Keïta. C'est un document de 150 pages rédigé en deux parties. La première retrace l'état des lieux de la période coloniale à nos jours et la seconde fait une analyse critique de l'évolution de la culture dans son ensemble. L'objectif de cette démarche menée à travers la participation des acteurs dans les 4 régions naturelles du pays et la capitale Conakry est de doter le pays d'une nouvelle politique nationale de la culture. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est pourquoi le présent document, après un diagnostic approfondi, prend en compte tous les aspects de la culture ancestrale. Ce nouveau document de la politique nationale de la culture vient après plus de 30 ans. Dès lors, il s'agit pour le département de la culture de faire en sorte que chaque acteur s'en approprie. Dans cette logique, la nouvelle politique nationale de la culture doit favoriser des synergies d'action tout en encourageant les initiatives, en amorçant une dynamique que chaque Guinéen souhaite. La nouvelle politique culturelle nationale se veut à la fois enracinée dans le socle commun de la culture nationale et ouverte au monde. Ces objectifs et ces orientations stratégiques s'inscrivent en droite ligne du Plan national de développement économique et social, PNDS, cadre unique de référence pour toutes les interventions de l'État et de ses partenaires au développement pour la période 2016-2020. Elle prend également en compte les objectifs de développement durable, ODD. Dans le cadre de sa mise en œuvre, certaines activités ont déjà été engagées par mon département, comme par exemple l'inventaire du patrimoine historique et immatériel des 4 régions naturelles, afin de prévenir les menaces de dégradation ou de disparition des éléments les plus représentatifs de notre histoire et de notre culture. Aujourd'hui, nous tirons légitimement fierté de la protection, plusieurs siècles durant, du prestigieux Soso Bala par la famille Dokala. Nous n'avons assumé qu'une partie de notre responsabilité étatique en offrant à ce patrimoine universel un espace plus digne de son prestige, l'espace culturel Soso-Bala. Sur cette voie, les acteurs de la nouvelle politique culturelle savent compter sur le gouvernement tout entier, sur vous, Monsieur le Président de la République, sur votre engagement personnel qui ne nous a du reste jamais fait défaut en vue de permettre d'organiser dans chaque région des activités de vulgarisation et d'appropriation, de partage avec tous les acteurs publics et privés et de diffusion du document à l'international. Aussi, nous plaidons pour l'adoption du projet de loi révisé sur les droits d'auteur et droits voisins en République de Guinée par les honorables députés de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, à l'image de l'UFA, les acteurs culturels de Guinée vous présentent toute leur gratitude pour la mise en place du Fonds d'aide à l'action culturelle. Ils vous seront profondément reconnaissants de contribuer à l'alimentation de cet autre atout du développement de notre culture nationale. C'est un président de la République particulièrement fier qui a reçu cette nouvelle politique nationale de la culture. Mais pour lui, l'élaboration de ce document n'est qu'une étape. Chers artistes, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous cet après-midi pour célébrer la nouvelle politique culturelle prônée par le ministère des Sports, de la culture et du patrimoine historique. Un peuple est ce qui est sa culture. Un peuple donc doit être fier de sa culture. La culture, c'est d'abord l'histoire, le passé, le présent et le futur.
La culture guinéenne, donc, doit être la symbiose de notre passé, de notre présent et de notre futur. C'est vrai qu'au début de l'indépendance, pendant quelques années, l'Afrique a été fière de la culture guinéenne. Les ballets africains, Bemba Zaz, les Amazones, etc. Mais aussi nos équipes. Nous ne devons jamais oublier ce passé. Nous devons être fiers de ce passé. Quelles que soient les péripéties politiques, le peuple de Guinée a fait son histoire pendant ces années. Car l'histoire, ce ne sont pas seulement les dirigeants, mais le peuple qui vit cette histoire et qui l'écrit. Donc, nous devons rendre hommage, quelles que soient les péripéties politiques, je dis bien. Mais nous ne devons pas regarder cela comme on regarde des vestiges. Nous devons essayer de leur donner vie, afin que les nouvelles générations s'imprègnent de ce passé et soient fiers de ce passé. C'est vrai, vous avez parlé de la mondialisation, mais la mondialisation n'est pas une négation de la culture des nations, des différentes nations. Il est donc extrêmement important que les jeunes Guinéens apprennent ce qu'est la culture guinéenne. Je suis fier d'entendre un jeune poète guinéen rappeler à la jeunesse un certain nombre de hauts faits de notre culture. C'est vrai que nous devons aussi marier cette culture traditionnelle avec la modernité et les nouvelles technologies. Mais ces nouvelles technologies ne doivent pas nous amener à effacer ce que notre passé. C'est pourquoi j'en appelle aux grands intellectuels qui nous restent encore, professeur Baïbrahma Kaba, Nyan Tamsir, au professeur Boubacar Bari, d'accompagner le ministère de la Culture afin d'apporter leur contribution à la renaissance de cette culture guinéenne. Car nous allons parler de renaissance. Parce que pendant un moment donné, la culture a été négligée. Elle n'a pas été une priorité. Mais sans culture, il n'y a pas de peuple. C'est la culture qui fait un peuple. Donc il revient à l'ensemble du gouvernement, du président au premier ministre, à l'ensemble des ministres, d'accompagner le ministère de la Culture, afin que la culture guinéenne, voyant de nous non seulement en Guinée, mais à travers l'Afrique, à travers le monde, cela est extrêmement important. Nous avons été fiers que l'année guinéenne, la Guinée ait pu relever le défi de l'année mondiale du livre, car peu de monde croyait en notre capacité à honorer ce rendez-vous. Mais la Guinée a été au rendez-vous et nous avons pu terminer l'année mondiale du livre dans l'honneur et la gloire. Je pense donc, lorsqu'on fait confiance au peuple, aux capacités créatrices du peuple, le peuple sera au rendez-vous. Mais très souvent, nous avons tendance à minimiser le peuple, à penser que le peuple ne comprend pas. Cela dépend comment on s'adresse à ce peuple. Farange Fanon a écrit qu'on peut tout expliquer au peuple qu'il comprenne, à condition qu'on lui parle son langage. Mais si on lui parle le langage des agrégés en droit, évidemment, on dira que le peuple ne comprend rien. Mais nous prenons nos forces, nos capacités, c'est au sein du peuple. Un grand combattant a dit, en parlant du peuple, vivre avec, manger avec, dormir avec. Donc être tout le temps à l'écoute du peuple et s'imprégner de ses valeurs afin que ces valeurs soient notre force. Notre force vient de notre peuple. Notre force vient de ces paysans, de ces femmes dans les champs, de ces jeunes artistes, etc. Mais souvent nous l'oublions, car nous pensons que nous disons le savoir. Non, ce n'est pas vrai. Le savoir, le meilleur ne s'apprend pas à l'école. Le meilleur savoir s'apprend dans la vie concrète de tous les jours, en contact des populations et des masses. C'est ça le véritable savoir, la véritable connaissance. Non pas la connaissance livresque, mais la connaissance venue du peuple, du plus profond de notre peuple, dans les villages, dans les hameaux. Il revient donc au ministère de la Culture
de réhabiliter tout cela, de ne pas avoir de complexe, d'être fier de son passé. Mais ce passé, pour que la jeunesse soit fière, faut-il la mettre en valeur, la faire connaître. Donc, nous allons profiter du 60e anniversaire pour mettre l'accent sur les différentes formes de culture de la Guinée, du passé à maintenant. Car nous allons montrer au monde entier que nos différences ethniques et autres, loin d'être un handicap, est une chance, car nous devons nous enrichir de nos différences. La culture guinéenne, c'est l'ensemble de ces cultures, l'ensemble de ces traditions, de ces ballets, de ces danses, partant du Fouta, à Basse-Guinée, à l'Haute-Guinée, en forêt. Le 100e anniversaire doit être une occasion donc de montrer tout cela, afin que le peuple guinéen, dans son ensemble, communie avec son passé, son présent et son avenir, et qu'elle montre que le peuple guinéen est un. Bien sûr, nous avons des ethnies, nous avons des croyances, mais tout cela se résume en une seule chose: le peuple de Guinée, le peuple de Guinée, le peuple de Guinée. Malheureusement, souvent les intellectuels sont victimes de l'acculturation, du complexe face aux cultures étrangères, et ils oublient d'où ils viennent, leurs racines, ils oublient qu'ils viennent de ces hameaux, de ces forêts, que sans ses parents analphabètes qui se sont sacrifiés pour leur permettre d'aller à l'école, de maîtriser le savoir, ils seraient inexistants. Nous avons besoin de plus de modestie, car sans modestie, on ne peut pas se mettre à la hauteur du petit peuple. On se met au-dessus, on lui parle un langage qui lui passe par-dessus la tête, qu'il ne comprend pas. Mais quand vous étiez enfant, qui vous a appris à parler? Comment vous parliez? Est-ce que vos parents ne comprenaient pas? Il n'a pas été à l'école, mais est-ce que vous ne comprenez pas? La première éducation a commencé à la maison. C'est ça qui vous a fait ce que vous êtes. Nous avons donc une grande responsabilité aujourd'hui, au niveau des dirigeants politiques et intellectuels, c'est de revenir vers notre peuple. Parce que très souvent, nous nous éloignons de notre peuple. Ça veut dire que nous nous éloignons aussi de notre culture. Alors, si vous faites une nouvelle politique, j'espère que cette nouvelle politique puise ses racines dans nos traditions. J'espère que cette nouvelle politique va d'abord camper sur notre passé. C'est en regardant son passé, en pensant sur le présent, qu'on construit l'avenir. Pas seulement, le cadre doit contribuer, mais la culture ne doit pas servir de leur cerveau. Leur cerveau doit servir à magnifier cette culture pour la rendre plus accessible au commun des mortels. Voilà donc ce que je tenais à vous dire. Nous devons communier avec les artistes qui sont là, qu'ils sachent que nous sommes à leur côté, que nous sommes fiers de Kanya, nous sommes fiers de nos jeux de Kora, nous sommes fiers de nos jeux de Tam-Tam, nous sommes fiers de nos Nyamakala, nous sommes fiers de nos hommes oiseaux, etc. Je souhaite que le ministère soit à l'écoute et au contact de ces différentes populations. Que toutes ces cultures soient valorisées. Aucune culture n'est à mépriser. Et surtout, les cultures de certains peuples minoritaires aujourd'hui, je vais parler des Bagas. Tout le monde sait que les masses Bagas sont aussi célèbres que les masses d'Ifé. Mais si le Nigeria a pu donner des valeurs aux masses d'Ifé, est-ce que la Guinée a donné la même valeur aux masses Bagas? Non. Alors, faisons en sorte que la culture Baga, qui est une des plus grandes cultures, ne disparaisse pas parce qu'avalée par d'autres ethnies. C'est la même chose pour le culture des Kouniangui, à Koundera, autres, etc. Les hommes oiseaux. Voilà ce qui revient au ministère de la Culture. Valoriser toutes ces cultures, même si c'est une culture qui ne concerne que 10 personnes de la population. Il faut la valoriser parce que c'est ces cultures qui font la culture guinéenne. C'est le symbiose de l'ensemble de ces cultures. J'espère donc que votre nouvelle politique
ne sera pas seulement une politique intellectuelle, mais sera une politique aussi qui mettra aux Guinéens qui naissent aujourd'hui de communier avec ses ancêtres, de communier avec ce qui a fait la fierté de nos ancêtres et de nos devanciers. Je suis certain qu'au niveau de la culture, nous pouvons dépasser la Première République parce que nous sommes venus après. Nous devons profiter de leur héritage, aller plus loin. Pas que nous sommes meilleurs, mais parce que nous profitons de leur héritage pour pouvoir aller plus loin. À condition que nous respections cet héritage, à condition que nous donnons la valeur qu'il mérite. Voilà ce que je peux dire au peuple de Guinée, d'être fier de ces différentes cultures, de comprendre que nos différences doivent nous enrichir, non pas nous opposer. Alors je dirais, enrichissons-nous de nos différences, de la culture de Mandiana, ou de la culture de Koubia, ou de Yomo, etc. C'est ça qui fait la Guinée, qui fait le peuple de Guinée, pas autre chose. Merci. Et pour ne pas rompre avec la tradition, la remise de ce document a été une occasion pour certains artistes guinéens de prouver une fois encore leur engagement à faire de la culture guinéenne un exemple en Afrique. L'ensemble national des percussions a été suivi par André Flamine Leno, le parolier, et enfin le célébrissime orchestre national et international Bemia Jazz de Guinée. Connaître le langage du peuple, notre force vient du peuple. Professeur Alpha Condé, les artistes guinéens, nous sommes très fiers de vous. La préfecture de Gawal a été touchée par une forte inondation causant des dégâts matériels importants. Très attentif à la souffrance des populations sinistrées, le chef de l'État a dépêché une équipe gouvernementale pour apporter une assistance humanitaire. L'assistance est composée de 25 tonnes de riz, 200 tonnes de sucre et une enveloppe de 130 millions de francs guinéens. C'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a conduit la délégation. Bombé Camara, reportage. Le débordement de ce fleuve, le Koliba, par les pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine dernière sur Gawal, est à l'origine des inondations enregistrées dans 9 localités de cette préfecture. Le bilan est énorme. Un mort, plus de 300 familles sinistrées, des habitations et 120 hectares de cultures sont partis à l'eau. À ce jour, une vingtaine de camions est immobilisée à la rentrée du centre-ville de Gawal. Suite à ce drame, une mission gouvernementale arrive à Gawal avec une enveloppe symbolique de 130 millions de francs guinéens et ses 3 camions remorques. Ils transportent des tonnes de vivres et autres dons destinés aux sinistrés. Monsieur le Président de la République a dépêché des vivres et des non-vivres, du riz, du sucre, du savon, des moustiquaires, des couvertures, et que sais-je encore. Donc tout ce dont a besoin un sinistré, Monsieur le Président a fait l'apport, n'est-ce pas, circonstanciel. La remise de cette assistance humanitaire du président de la République se déroule en présence des autorités à tous les niveaux de Gawal. En recevant ce don du professeur Alpha Condé, ses responsables locaux promettent de faire un partage équitable et transparent entre les familles sinistrées. Un grand merci au chef de l'État qui, comme vous l'avez dit, a 22 000 km de Conakry. Parce que Conakry-Pékin, c'est 22 000 km. C'est vraiment extraordinaire. C'est formidable qu'il pense à Gawal à partir de là-bas et qu'il donne instruction à notre ministre de venir déposer ce qu'il vient de nous déposer. Lorsque arrive dans une localité une catastrophe comme c'est le cas ici à Gawal, je pense que la première des choses c'est de se demander qu'est-ce que moi je peux faire au lieu de demander qu'est-ce que le gouvernement a fait. Et voilà ce que le gouvernement vient de faire. Donc c'est un cri de cœur, un appel à l'ensemble de nos concitoyens que chacun fasse ce qu'il peut pour les pauvres populations de Gawal. Il y a des localités inaccessibles où le problème d'eau se pose aujourd'hui avec acuité. Donc on a besoin de chacun de vous. Auparavant, la délégation a conféré avec les autorités locales et la population de Gawal. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la cohésion sociale et la paix dans cette cité.
Le chef de la mission a en outre invité les uns et les autres à prendre des dispositions contre toute personne qui occupera désormais les abords des fleuves et même les flancs des montagnes. Le gouvernement guinéen annonce le lancement des travaux de bitumage de plus de 700 km de réseau routier. L'aménagement des voiries urbaines de cette localité est concerné par ce projet. Les financements sont bouclés ainsi que ceux des échangeurs de la capitale. D'autres négociations sont en cours avec les bailleurs de fonds. C'est le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, qui a officiellement donné l'information ce mercredi au cours d'une conférence de presse ici à Conakry. Ansman Toumanikama était de la partie. Voici son compte rendu. Après plus d'un trimestre dans la conduite de la politique gouvernementale en matière de travaux publics, le ministre Naïté fait part à la presse de ses actions et perspectives. Parlant des grands chantiers sur les routes nationales, le ministre des Travaux publics annonce le lancement imminent des travaux de bitumage sur plus de 700 km du réseau routier guinéen. Il s'agit de 7 projets dont les financements respectifs sont bouclés ainsi que ceux de certains échangeurs de Conakry. À partir d'octobre-novembre, c'est la route Koya-Mamou-Dabola, ce qui fait 370 km. C'est la voirie, c'est la route Dabola-Sisela-Kouroussa qui fait 151 km. C'est PK103 de Kisidougou à Guéguédou qui fait 18 km et de Guéguédou à Kondebado qui fait environ 35 km qui vont être totalement, des routes qui vont être totalement reconstruites. Et vous avez Koya Fourikari à Farmouria pour aller vers la Sierra Leone, 75 km, dont le financement aussi a été bouclé et les travaux doivent pouvoir démarrer au plus tard le mois de novembre-décembre de cette année. Les contrats sont déjà signés pour ces entreprises. L'ordre de service va être délivré pour certains d'ici la fin de la semaine prochaine. Et vous avez Lola Danané aussi qui a démarré depuis quelques mois et qui va continuer pour relier la Côte d'Ivoire. Parallèlement, 7 localités du pays connaîtront dans moins de 3 mois le lancement ou la poursuite des travaux de construction des voiries urbaines. Un programme national d'entretien routier est également annoncé sur les routes dégradées. En fonction de sa lettre de mission, les 3 derniers mois ont permis aussi de faire l'état des lieux du réseau routier guinéen et d'engager des réformes du cadre organique des travaux publics pour efficacement répondre aux besoins de mobilité des citoyens. Une période qui coïncide également avec le syndrome de dégradation des ouvrages de franchissement dans le pays. Comme vous savez, les 100 jours, il y a eu beaucoup de ponts qui ont cédé. Nous avons fait face rapidement, sans atermoiement, pour aller rapidement et trouver la solution sur ces ponts, que ce soit de Linsan, de Kassoya, de Kirouané, qui doit être rapidement bouclé d'ici 2 semaines, et Kassoya et la passerelle. Mais aussi l'élimination de quelques bourbiers sur les routes nationales qui empêchaient nos populations de circuler. Il y a un vaste programme d'urgence que nous sommes en train de finaliser. Il y a une équipe qui va sortir à partir du 15 septembre pendant 1 mois sur tout le réseau national routier pour relever les niveaux de dégradation et on va lancer une vraie campagne pour la réhabilitation et l'entretien de ces tronçons. Pour toujours améliorer la circulation routière et accroître la fluidité à Conakry et sur l'ensemble du réseau routier guinéen, des négociations sont aussi en cours entre le gouvernement et les bailleurs de fonds pour le financement de certains grands projets, notamment Kankan Mandiana, Labé Mali, Boké Gawal et Kisidougou Kankan. Quelques jours des festivités de l'an 60 de l'indépendance de notre pays, le 2 octobre prochain, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour conférer à l'événement un éclat tout particulier. Les préparatifs vont bon train. Suivez ce reportage. C'est dans la salle de conférence du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation que s'est tenue cette réunion préparatoire autour des festivités du 60e de l'indépendance de la Guinée. Toutes les commissions concernées, y compris certains chefs du département, étaient au rendez-vous. Nous nous dirigeons à grands pas vers l'an 60 de la Guinée. Donc il y a une commission nationale d'organisation qui a été constituée par le gouvernement. Il y a une commission technique qui avait été créée depuis quelques semaines. Cette commission a travaillé sur tous les documents, sur les commissions, les sous-commissions et la composition des différentes sous-commissions. Donc aujourd'hui, la commission technique a fait la restitution à la grande commission d'organisation et les documents ont été adoptés
Et nous avons demandé à toutes les sous-commissions de travailler maintenant d'arrache-pied pour que le vendredi nous nous retrouvions pour rendre compte des travaux de toutes les sous-commissions. Ainsi, en moins de 19 jours, la Commission nationale d'organisation entend jouer la course contre la montre. Pour ce faire, aucune piste n'est à négliger, estime le président de la Commission. Je vous le disais en titre, un enfant sauvé de justesse par un homme en uniforme à Conakry. L'acte s'est produit au quartier Himbaya. Ce petit garçon était bloqué par les flammes dans un immeuble, mais grâce à l'héroïsme du caporal Moussa Souma, l'enfant est sorti des flammes sain et sauf avant d'être admis à l'hôpital de la base aérienne principale de Conakry. Le récit de sergent-chef Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Morikaba, ce petit garçon de 3 ans, 6 mois, a eu la vie sauve grâce au caporal Moussa Souma, dont l'acte est celui d'un soldat républicain. Il a extirpé cet enfant bloqué dans les flammes de l'incendie d'un immeuble à Himbaya Pharmacie. Il a demandé la description de la maison, il a demandé ce qui était, on a dit qu'il y a un enfant qui était coincé, un enfant de 3 ans et demi, il a dit non. Vraiment, moi j'ai porté cette tenue pour défendre l'intégrité territoriale. Et j'ai prêté serment pour sauver des vies. J'ai vu un étage qui a pris le feu. Je me suis précipité de rentrer dans la cour. Comme j'avais une nouvelle de l'enfant qui se trouve vers au 2e étage. Maintenant, dès que j'ai foncé directement, j'ai vu maintenant l'enfant là, il est à terre. Le vitre aussi était fermé. Donc je me suis forcé là-bas, comment dire, foncer les vitres. Je suis sorti là-bas, la vitre a été cassée, je suis tombé avec l'enfant. Les parents de l'enfant sauvé saluent le courage du caporal, sans le concours duquel le petit Djiba ne serait plus de ce monde. C'est que j'ai compris que dans tous les métiers confondus, il y a des personnes qui ont une intégrité solide et la probité morale est de mise. Parce que quand il est venu, il a trouvé moult personnes dont la circulation même était bloquée, qui étaient choquées, qui étaient paniquées. Il a rassuré une voisine qui était au 3e, qui voulait sauter. Il a sensibilisé cette dernière en lui rassurant qu'il viendra lui sauver la vie. Cet acte de bravoure du caporal Moussa Souma fait écho dans la cité. Il cadre parfaitement avec la mission régalienne d'un soldat républicain, celle de la sauvegarde des personnes et de leurs biens. Un exemple à suivre. L'actualité internationale reste dominée par les nombreux hommages rendus à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, à Accra. Et puis aux États-Unis, l'ouragan Florence inquiète les autorités qui tentent d'évacuer plus d'1 million de personnes afin de les mettre à l'abri des intempéries. Les nouvelles traitées sous forme de télégramme par Valérie Manet-Tali. De nombreux Ghanéens en deuil rendent hommage à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'un des fils les plus célèbres de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il se présente devant son cercueil exposé à Accra, au centre international de conférence de la capitale ghanéenne. Des officiers de l'armée en uniforme gardaient son cercueil, drapé aux couleurs rouge, vert et or du Ghana sous les chants de chœur, de musique traditionnelle et le battement des tambours en signe de reconnaissance au prix Nobel de la paix de 2001 pour ses efforts en faveur d'un monde mieux organisé et pacifique. La population d'une vaste partie de l'Est des États-Unis se prépare à l'arrivée de Florence, un ouragan potentiellement dévastateur, attendu avec des vents extrêmement violents et des pluies diluviennes. Évacuation obligatoire d'au moins 1 million d'habitants, fermeture de dizaines d'écoles. Les autorités locales se sont mobilisées dès ce week-end, déclarant l'état d'urgence pour se préparer en prévision de cet ouragan qui s'est hissé lundi après-midi en catégorie 4. Attaque sans précédent des États-Unis contre la Cour pénale internationale, CPI. John Bolton menace ses juges et procureurs de sanctions s'ils s'en prennent à des Américains ou à Israël, en dénonçant notamment la possibilité d'une enquête contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan. En réponse, la CPI qui siège à La Haye aux Pays-Bas dit agir strictement dans le cadre légal défini par le statut de Rome et être attaché à l'exercice indépendant et impartial de son mandat.
Le Parlement européen a dénoncé mercredi la menace systémique visant les valeurs de l'Union européenne en Hongrie et a activé une rare procédure qui pourrait conduire à des sanctions sans précédent contre Budapest. Les élus du principal parti politique de l'Assemblée, le PPE conservateur, dans lequel siège aussi le parti du dirigeant hongrois, n'avaient pas reçu de consigne de vote, mais leur chef de groupe, Manfred Weber, avait annoncé qu'il soutiendrait le déclenchement de cette rare procédure. Demain, 13 septembre, la Guinée va célébrer la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle sous le thème « L'invention, moteur du développement industriel » suivait la déclaration du ministre d'État de l'Industrie et des PME commentée par Al Gassimba. Le développement industriel d'un pays est lié à sa capacité à innover et à mettre au point des biens et services améliorés répondant aux besoins de la société. Conscient de cette réalité, le gouvernement place les questions d'innovation et de propriété intellectuelle au centre de ses préoccupations. D'où l'organisation de la 19e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle sous le thème « L'invention, moteur du développement industriel ». Ce thème est destiné à sensibiliser les inventeurs, les chercheurs et tous les autres acteurs de la créativité sur le rôle que joue l'invention dans le développement industriel. La journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle a été instituée en 1999 lors d'une conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Elle permet de promouvoir les innovations de chaque pays africain. Cette journée est l'occasion pour les États et la société civile de se rappeler de l'un des défis majeurs du continent, celui du développement industriel, étape importante dans le processus du développement économique et social. C'est pourquoi le gouvernement ne ménagera aucun effort pour encourager et accompagner toute initiative publique ou privée dont le but est la mise au point des inventions pouvant contribuer au développement technologique et industriel. L'engouement constant des opérateurs économiques guinéens pour l'enregistrement des marques, des dessins et modèles industriels a permis la construction d'un centre moderne de documentation en propriété intellectuelle à Nongo, dans la commune de Ratouma. À cette occasion, le ministre de l'Industrie et des PME invite tous les organismes nationaux et internationaux à apporter leur soutien aux inventeurs des centres de recherche et universités afin d'assurer une synergie entre la recherche et l'industrie pour donner une impulsion durable au tissu industriel de notre pays. Voilà cette déclaration du ministre Thibaut Camara met fin à cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur notre site web www.rtgcoloma.info. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.